Bonjour à toutes et à tous, je vous invite à nous rejoindre et vous asseoir puisque ce petit déjeuner de la biodiversité va démarrer. Donc cet événement va se dérouler jusqu'à 10h30. On vous a prévu un beau programme que je vous présenterai plus détaillé après et fait suite à deux premiers cafés qui se sont déroulés en mai et juin dernier. Café de la biodiversité. Donc pour introduire cet événement, je vais donner la parole à Catherine Delalloy, directrice de la nature à Bordeaux Métropole. Merci, bonjour, je ne vais pas parler très longtemps. Donc depuis 3 ans, la direction de la nature travaille à la mise en place d'une stratégie de la biodiversité. C'était une évidence il y a 3 ans, ça l'est encore plus aujourd'hui, vu le contexte. Aujourd'hui, on parle même d'urgence à agir, et d'urgence environnementale et d'urgence climatique. Donc on arrive à point nommé avec des propositions à formuler. Et dans le cadre de cette stratégie, on a voulu être dans une démarche participative et collaborative. Et donc il nous a semblé intéressant de partager avec vous ce sujet de la biodiversité qui est, je vous le concède, assez complexe. Moi qui n'y connais rien, je vous l'avoue très humblement, c'est un sujet complexe et avec de nombreuses ramifications. Et pour partager cet enjeu, il faut mieux comprendre ce qu'est cette biodiversité. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé des petits déjeuners avec des petits flashs, des interventions rapides de scientifiques, de professionnels, d'élus, de partenaires, d'acteurs. Et donc on en a rencontré beaucoup, on en a écouté beaucoup, et ça permet d'avoir une lecture un peu globale, un peu élargie de ce qu'est la biodiversité et surtout des services qu'elle nous rend tous les jours. Et ça aide à mieux prendre conscience de l'enjeu de la préserver et de la restaurer. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on vous a proposé cette matinée. Donc il va y avoir plusieurs tables rondes, plusieurs débats autour de cette biodiversité déclinés de différentes façons. Et je vous remercie d'être là ce matin et je remercie à ceux que nous avons sollicités pour intervenir d'être là et de participer avec nous à ces travaux. Bonne matinée ensemble. Alors très rapidement, pour représenter le programme, on va avoir 3 tables rondes qui vont se suivre. Simplement, la table ronde numéro 2 et la table ronde numéro 3 vont switcher puisqu'un de nos intervenants doit partir plus tôt ce matin. Donc 3 thématiques, la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Ensuite, les liens entre biodiversité, agriculture et alimentation locale. Et du coup, la biodiversité, qualité du cadre de vie et attractivité qui viendra donc en table ronde numéro 2. Chaque table ronde va être construite de la même manière. On va avoir une présentation, une introduction de la direction de la nature, une petite vidéo pédagogique, ensuite une présentation de l'étude scientifique qui se rapproche de la thématique sous le format ma thèse en 180 secondes. Donc les scientifiques se sont formés et ont été coachés pour réussir à réaliser cet exercice et à tenir les délais. Et ensuite une table ronde d'échange. Donc je vais tout de suite appeler pour la table ronde numéro 1 Laure Carassou, scientifique à l'IRSTEA, c'est Gabriel Sauret de Cistude Nature, j'avais le mauvais papier, Thomas Cozy de Avenir Climatique, Clément Rossignol-Puech, vice-président à la nature pour Bordeaux Métropole, et Anne Valric, vice-présidente au développement durable pour Bordeaux Métropole. Je laisse la parole à Mathilde Lemarie qui va introduire cette table ronde. Donc très rapidement, un petit mot d'introduction. Donc cette table ronde, elle aborde 2 enjeux majeurs qu'on rencontre partout dans le monde et également à la métropole, que sont l'urgence climatique et l'urgence écologique. Donc ce sont 2 sujets qui sont intimement liés, puisque le changement climatique est une des pressions qui pèse sur la biodiversité. Et nous allons donc justement commencer par donc une courte vidéo qui présente la démarche Sentinelle du climat et qui aborde justement ce phénomène. Notre planète est enveloppée d'une couche de gaz appelée atmosphère, indispensable à la vie, tant pour respirer, pousser, que maintenir l'air à une température viable. Le gaz carbonique, le méthane ou encore le protoxyde d'azote se comportent en effet comme une serre.
En capturant la chaleur de la Terre chauffée par le Soleil, ils maintiennent l'air à une température moyenne de 15 degrés. Sans ces gaz à effet de serre, il ferait en moyenne moins 18 degrés. Ils jouent donc un rôle vital, celui de régulateur thermique. Mais voilà, depuis le 19e siècle, la quantité de ces gaz augmente massivement. Il est prouvé que nous, humains, sommes responsables du rejet de ces gaz, et donc du réchauffement. Parce que nous brûlons les énergies fossiles, parce que nous coupons massivement les forêts, et pratiquons l'élevage et l'agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, ces trois activités ont entraîné à elles seules une hausse spectaculaire des gaz à effet de serre. Et ce n'est pas sans conséquence. En 130 ans, la température moyenne de la Terre a déjà augmenté de presque 1 degré. Ce seul petit degré impacte dès à présent les océans, les banquises et les glaciers. Et plus globalement la météo, avec son lot d'inondations, de sécheresse et un cycle de l'eau complètement bouleversé. Autant dire que nous assistons à une réaction en chaîne qui malheureusement ne va pas s'arrêter là. Les scientifiques ont envisagé plusieurs scénarios possibles sur l'évolution de nos émissions de gaz à effet de serre. Dans leur scénario le plus optimiste, celui où nous arrivons à réduire nos émissions, nous devrons quand même faire face à une augmentation de la température d'1 degré de plus à la fin du XXIe siècle. Mais si nous n'agissons pas, la planète pourrait se réchauffer beaucoup plus, jusqu'à 4,8 degrés. Dans tous les cas, il faut s'attendre à de grands changements. Il y aura plus de canicules et plus de sécheresse. Les glaces vont continuer de fondre. En 2100, le niveau de la mer aura augmenté de 26 cm à 1 mètre. Et ces océans vont encore se réchauffer et s'acidifier. N'oublions pas que le réchauffement climatique dégèle le permafrost, libérant ainsi de plus en plus de gaz carbonique et de méthane. Un cercle vicieux donc. Ces changements impactent déjà et impacteront encore les humains, mais aussi tous les êtres vivants. Alors je vais laisser donc la parole à Laure Carassou, qui est scientifique à l'IRSTEA, pour nous faire sa présentation au format Ma thèse en 180 secondes. Donc bonjour, alors aujourd'hui je vais parler au nom d'un consortium qui a réuni pas mal de partenaires en recherche. Donc c'est un projet de recherche qu'on a développé en accompagnement de la stratégie biodiversité initiée par la Direction de la Nature, pour essayer de réfléchir à l'état de la biodiversité actuelle sur le territoire de Bordeaux Métropole et les futurs possibles. Donc le constat de départ, c'est celui dont on a parlé en introduction, c'est une érosion massive de la biodiversité à l'échelle planétaire. Les derniers rapports de l'IPBES, qui sont un panel intergouvernemental concernant la biodiversité, un petit peu comme le GIEC sur le climat, porté par l'ONU, font un constat alarmant de taux d'extinction record d'espèces, jamais observé à l'échelle planétaire, par exemple, un chiffre avancé étant de 1 million d'espèces menacées d'extinction à l'heure actuelle. Et puis ce rapport fait aussi état d'un manque de réactivité ou d'action à toutes les échelles pour pallier cette tendance. Alors il y a de très nombreuses façons de mesurer ou d'étudier la biodiversité. Dans ce volet de recherche, on l'a abordé sous l'angle des réseaux écologiques. Alors des réseaux écologiques, c'est quoi ? Ça va être l'ensemble des habitats favorables à une espèce ou à un groupe d'espèces et les liens potentiels entre eux, autrement dit, les voies de déplacement possibles utilisées par les organismes pour se déplacer entre ces habitats. Alors je précise qu'ici, on va parler spécifiquement de biodiversité faunistique, donc animale. Donc on a tracé un état des lieux de l'état fonctionnel de ces réseaux écologiques sur le territoire de Bordeaux Métropole et dans le même temps, on a construit une démarche participative pour faire réfléchir un panel d'acteurs du monde de la recherche, du monde institutionnel et du monde associatif au futur possible de la métropole. Donc ces scénarios d'évolution de la ville ont été réfléchis à une échelle temporelle de 15 années en fonction de 2 critères principaux, les modes de gouvernance politique de la ville et le type de développement urbain. Et ensuite, on a mesuré de nouveau la fonctionnalité potentielle de ces réseaux écologiques en fonction de ces scénarios. Donc c'est les résultats que je vais vous présenter ici. Donc sur cette figure, vous avez chaque couleur qui correspond à un scénario réfléchi ou qui a émergé de nos discussions. Le scénario gris, ça va être l'actuel, la tendance actuelle, qu'on prolongerait sur 15 ans. Le scénario orange, ça va être un type de scénario dit catastrophe, c'est-à-dire, voilà, on fait encore pire. Le scénario vert et bleu sur la droite, sur lequel je vais attirer votre attention, ça va être un scénario dit utopiste, donc avec des changements très radicaux dans les modes de gouvernance et le type de développement urbain envisagé à 15 ans.
et le scénario bleu qui serait un scénario dit souhaitable, c'est-à-dire on fait au mieux, on fait mieux, mais en tenant compte et en utilisant les outils déjà à notre disposition. Donc la première chose à constater sur ce graphe, c'est que la boîte grise et la boîte orange, elles sont à peu près au même niveau. Ça ne va pas du tout. On décline, on ne fait que diminuer encore l'état fonctionnel des réseaux écologiques. Donc le scénario tendanciel étant peu ou prou la même chose que le scénario catastrophe. Par contre, à droite du graphe, donc ça va être les histogrammes verts et bleus, on a les scénarios dits utopiques et souhaitables, qui dans les deux cas permettent d'obtenir des résultats positifs, c'est-à-dire une augmentation de la fonctionnalité des réseaux écologiques, avec très peu de différence entre le scénario dit souhaitable et le scénario dit utopique. Donc ça aussi, c'est un message que finalement, en faisant avec l'existant, sans aller réfléchir à des solutions ou des changements radicaux, ni dans les types de développement urbain, ni dans les modes de gouvernance, on peut aboutir à des résultats visibles et une optimisation de la fonctionnalité des réseaux écologiques. On est pile à 3 minutes, félicitations. Pile poil. Alors pour cette première table ronde et ces échanges, donc bien sûr à ajouter dans les intervenants Madame Valric, vice-présidente au développement durable. Ma première question donc va pour Gabriel Sauret, donc de Sistude Nature. Est-ce que donc vous pouvez nous expliquer très simplement qu'est-ce que l'érosion de la biodiversité et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de disposer d'une donnée locale sur la métropole ? Alors, je vais essayer de l'expliquer très simplement. Vous avez déjà abordé un petit peu ce que c'était. C'est effectivement une chute impressionnante en fait, du nombre d'espèces, donc une disparition des espèces, mais c'est aussi une chute de l'abondance en fait, des espèces, donc du nombre d'individus dans chaque espèce. Et ça, c'est quand même très important de le signaler. On n'a pas beaucoup de chiffres locaux, en fait. Les données sont effectivement plutôt au niveau mondial. Donc le rapport de l'IPBES a été abordé. On a aussi quelques données nationales. Il y a eu une étude allemande dont vous avez sûrement entendu parler qui signale qu'on a une chute de 80% du nombre d'individus d'insectes. Et en France, on a une étude de M. Bretagnol qui est au CNRS de Chizé dans notre région, qui signale une chute de 30% des individus d'oiseaux de plaine. Donc c'est assez impressionnant, c'est des chiffres qui sont assez énormes. Au niveau mondial, on estime que la biomasse a diminué de 20 à 23% pour l'instant, et que ça va continuer, c'est surtout ça en fait le problème. Et ça va continuer surtout à des taux qu'on n'a jamais atteints jusque-là. C'est les taux les plus importants depuis la dernière extinction. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de 6e extinction de masse. C'est des taux qui sont 100 fois à 1000 fois plus élevés que ceux qu'on a connus jusque-là. Donc ça, c'est pour l'érosion de la biodiversité. Après, on en connaît aussi les causes. Donc les causes, c'est nous, les êtres humains. Principalement à cause de nos usages des sols. En fait, on a énormément modifié les milieux naturels. On estime au niveau mondial que 50% des habitats naturels ont été modifiés par l'homme, d'autant plus dans nos pays développés en fait, donc on est extrêmement concernés. Ça se voit sur un territoire comme une métropole. Il y a un cœur de ville qui existe depuis très longtemps, mais par contre les alentours se sont extrêmement modifiés. On était dans les années 20 à des surfaces essentiellement agricoles avec des petits villages un peu partout. Il y a eu une urbanisation très importante qui s'est passée et aussi, donc il y a toujours un peu d'agriculture, mais moins qu'avant. Et elle s'est modifiée quand même puisqu'on a une augmentation des pesticides en fait, qui sont mis pour l'agriculture. Et ces pesticides ont un impact très fort sur la biodiversité. Donc nos usages des sols ont changé et on le voit à un niveau métropolitain. Un autre phénomène, c'est le prélèvement direct. Alors sur un espace comme une métropole, c'est moins important. C'est plus important dans les océans notamment. Et on a un phénomène quand même qui est en train d'arriver et qui a déjà et aura des conséquences. C'est le changement climatique. En fait, on peut voir sur une métropole l'évolution, en fait, par exemple, des vagues de chaleur. On se rend compte en fait qu'il y en a de plus en plus. Ces 3 dernières années, on a eu des canicules. La dernière, avant, c'était 2015, avant, c'était 2006, 2003. Et après, on arrive dans les années 80, puis la canicule de 76. Après, c'était dans les années 50. Et celle d'avant, c'était
en 1911. Donc en fait, ces 3 dernières années, on a des vagues de chaleur. Et en plus de ça, on a une augmentation assez forte des températures, de la température maximale enregistrée. Puisqu'à Bordeaux, jusque-là, les températures maximales enregistrées lors de canicules, c'était 38 degrés. En 2003, on est monté au-dessus de 40 et là, on est monté au-dessus de 41. Donc on voit vraiment en fait que le changement climatique est là. Et ces températures extrêmes en fait ont des conséquences sur nous, on les ressent, mais aussi sur la biodiversité. Donc voilà ce qu'on peut voir. Alors c'est vrai que localement, on a peu de données sur les espèces en soi, sur la biodiversité, parce qu'on n'a pas eu d'inventaire avant assez complet pour voir ce qui se passe. On peut l'observer intuitivement. C'est pour ça que c'est très important en fait une stratégie de biodiversité dans laquelle il y a des inventaires et des choses qui sont faites pour arriver à avoir un état de ce qui se passe et pouvoir agir. Merci beaucoup. Donc, ma deuxième question va aller pour Thomas Cauzy, Avenir climatique. Donc, au regard de ce changement climatique et de cette érosion de la biodiversité, comment les citoyens se mobilisent-ils? Est-ce qu'il y a une prise de conscience et une évolution dans l'engagement citoyen au niveau global et local? Donc oui, il y a une mobilisation, on peut le voir un petit peu soit dans la vie de tous les jours, au niveau de sa consommation, son mode de déplacement, à son travail. On le voit aussi lors de manifestations comme pour les marches pour le climat, de désobéissance civile, et d'associations aussi, comme Avenir climatique. Et on le voit aussi lors de votes et d'interactions avec les élus. Donc la deuxième, Avenir climatique a pour but de rendre les enjeux énergie-climat une priorité nationale. Et donc pour cela, il forme des jeunes étudiants et des jeunes actifs à sensibiliser et à prendre en main les clés pour parler du changement climatique. Donc effectivement, il y a une augmentation un peu ces dernières années. Donc à Avenir climatique, on le voit un peu. Donc les chiffres, c'est quand il y a une présentation qu'on fait, c'est l'académie. Donc le but, c'est de former à une big conférence. Ça s'appelle la Big Conf, et de sensibiliser lors de différents événements. Et donc il y a des étudiants et des jeunes actifs qui se sont inscrits en 2016, c'était 40, en 2017 c'était 80, 2019 90, et 2018 pardon 90, et cette année ils sont 90 à Paris, 30 à Lyon et 30 à Bordeaux. Donc c'est pas une grande augmentation, mais au-delà de ça, on voit quand même qu'on entend parler régulièrement dans les journaux et dans les médias habituels d'associations comme Extinction Rebelle, qu'on entend très très souvent en ce moment, quasiment tous les jours je dirais. C'était quoi la question suivante? Et alors, du coup, la question suivante, ce serait plutôt quel est le profil du public qui vient dans votre association et qu'est-ce qu'il recherche en intégrant Avenir climatique? Alors, le profil, c'est plutôt assez historique, c'est des étudiants et jeunes actifs, comme on disait, mais il y a un peu de tout aussi. On voit pas mal de personnes plus âgées qui sont dans le travail depuis plus longtemps et qui ont un éveil de conscience. Après, les associations sur le climat, c'est toujours un peu compliqué de savoir sur laquelle on se trouve. On peut avoir peur de tomber sur des gourous, si je caricature, et c'est toujours dur d'avoir l'association adaptée à ses besoins. Donc ça se fait beaucoup de bouche à oreille, et notamment aussi via les biconférences que les étudiants vont faire. S'ils vont faire une biconférence dans leur école d'ingénieur, ils auront plus de personnes qui viendront de cette école d'ingénieur que s'ils ne font pas ça dans une licence en musicologie. Et voilà, et l'objectif c'est quand même de prendre en main ces grands sujets, même si on n'est pas spécialiste, même si on n'est pas ingénieur, même si on n'est pas scientifique, et de pouvoir en discuter et d'en parler autour de soi. Merci beaucoup. Alors du coup, une question donc plutôt à l'intention de nos élus qui sont présents. On a vu donc ce lien entre l'érosion de la biodiversité, le changement climatique. On voit qu'il y a un double lien, que l'un entraîne l'autre. On a vu quels étaient les facteurs grâce à la vidéo, la déforestation, l'aménagement, l'artificialisation des sols, l'agriculture intensive. Donc quels sont les leviers d'action et les facteurs sur lesquels la métropole et les communes peuvent agir maintenant? Merci beaucoup pour l'organisation de cette table ronde. Les élus et la métropole a de nombreux leviers et champs d'action pour lutter contre la perte et la chute de la biodiversité dramatique que nous vivons actuellement et en lien avec les bouleversements climatiques. Donc
Tout d'abord, c'est prise de conscience. Donc il y a une prise de conscience des élus également actuellement sur les liens entre biodiversité, chute de la biodiversité et changement climatique. Donc la métropole se doit, donc nous avons le projet de biodiversité, se doit de mettre en place des réservoirs de biodiversité et les connecter avec des corridors écologiques, des trames vertes et bleues. Donc ça, c'est en partie le projet de biodiversité, à savoir analyser le territoire au regard du PLU pour sanctuariser les territoires, les zones, les zonages où il y a des enjeux de biodiversité les plus importants pour après venir les connecter, c'est-à-dire faire projet de territoire autour des enjeux nature et pas l'inverse, et pas adapter la nature au projet métropolitain. Donc ça, c'est un changement de paradigme, si je puis dire, donc c'est en cours. Également, il y a des actions assez simples. Ici, dans la salle, vous avez 2 maires qui ont pris des arrêtés anti-pesticides, dont Béatrice de François, je la salue. Bon ben voilà, la métropole, ce pourrait être la première métropole à décider de bannir complètement les pesticides de son territoire. Pour l'instant, c'est le cas pour les particuliers et pour les espaces publics, mais restent les espaces privés, entreprises ou agriculteurs. Donc il faut accompagner, évidemment, accompagner. Mais nous devons donc faire en sorte de bannir les pesticides. Il y a une prise de conscience actuellement des habitants. Ça passe par une demande de végétalisation plus forte de la ville. Donc ça, c'est un point d'entrée extrêmement intéressant. Il faut donc passer par cette volonté, cette envie, cette mobilisation citoyenne autour de l'arbre pour travailler la végétalisation, les corridors écologiques, donc au niveau stratégique, comme je l'ai dit, réservoirs et corridors, mais également à l'échelle du projet urbain et à l'échelle du bâtiment. Voilà, il faut qu'à toutes les échelles, on puisse avoir cette réflexion biodiversité végétale et animale, les deux, puisqu'il y a une autre prise de conscience, alors là pour le coup forte, qui est l'envahissement d'espèces non désirables. Alors je pense ici aux moustiques tigres. Clairement, c'est lié à la chute de la biodiversité et au changement climatique. Donc là, c'est un exemple quotidien. Il n'y a pas une journée sans quelqu'un me parle des moustiques tigres et de la pénibilité de prendre son apéritif tranquillement avec ses voisins. Donc là, c'est un exemple concret. Les gens le comprennent. Et donc, il faut pouvoir lutter aussi contre les espèces envahissantes. Donc, voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de moyens d'action à toutes les échelles. Et donc, c'est à nous, après, élus, avec la pression populaire, comme ça a été bien démontré par Avenir Climatique, de mettre ces enjeux au devant de l'agenda politique. Bien, Clément Rossignol Puech a tout dit. Je me permettrai juste peut-être de rajouter quelques éléments, Clément. D'abord, pour souligner quand même à la fois l'interaction, mais aussi la différence qu'il y a entre la lutte contre le dérèglement climatique et son accélération et la lutte contre cette perte de biodiversité qui a été en effet soulignée de façon magistrale et très alarmante par le rapport qui a été publié donc le 6 mai auquel vous faisiez référence tout à l'heure. La grande différence quand même, c'est que sur la biodiversité, une fois qu'une espèce a disparu, on ne peut pas la réanimer. C'est quand même la grande différence. Alors que sur le changement climatique, certes, les derniers rapports du GIEC d'octobre 2018 et le dernier qui est paru il y a quelques semaines sur les océans montrent qu'il y a déjà malheureusement un certain nombre de choses qui sont irréversibles, mais on a encore des marges de manœuvre, soit pour lutter, soit évidemment dans l'anticipation pour s'adapter. Voilà. Et ce qui a été montré par les scientifiques, et je salue cette table ronde, et effectivement l'expertise qui est apportée par les scientifiques et les associations sur ces sujets, ce qui a été montré, c'est qu'il y avait un lien quand même étroit entre les deux, bien entendu, et que vous avez souligné et qu'on voit bien au travers du film que vous avez montré tout à l'heure. Ça, c'était la première chose. Après, par rapport à ce qu'a dit Clément, oui, bien sûr qu'on a des leviers. D'abord, il y a une volonté politique forte et partagée sur ces sujets aujourd'hui, que ce soit sur la lutte contre le changement climatique avec la nécessité d'une transition écologique, énergétique et dans toute l'acception du terme. C'est d'ailleurs le sens de notre plan d'action qu'on a voté il y a un peu plus de 2 ans pour faire de Bordeaux un territoire durable à haute qualité de vie, qui est un peu le marqueur, et où en effet, Clément l'a souligné, on a 3 grands enjeux, et le deuxième grand
enjeu, tu l'as rappelé, c'est de sacraliser effectivement les 50-51% d'espace à préserver dans notre PLU, pour faire référence à ce que vous disiez sur l'étalement urbain, l'urbanisation, l'artificialisation des sols, etc. Donc on a bien sacralisé cette ambition, et il nous faut en effet penser préservation de la biodiversité, lutte contre l'accélération du changement climatique avec une vision systémique et transversale, et que ça vienne effectivement innerver toutes nos politiques publiques sur tous les leviers d'action que nous avons. Et je rejoins complètement Clément quand il disait c'est pas la politique de développement et d'aménagement urbain qui doit guider les choix qu'on pourrait ou les actions qu'on pourrait faire pour préserver la nature, la biodiversité, etc. Mais c'est un peu l'inverse. Il faut qu'on parte des objectifs et qu'on adapte nos politiques en conséquence. Après, sur les leviers d'action, bon, tu en as rappelé quelques-uns, il y en a bien d'autres, effectivement, qui ont un impact direct sur la préservation et voire même le développement en milieu urbain de la biodiversité, qu'elle soit végétale ou animale, parce qu'on parle toujours de préservation, mais on peut en milieu urbain, d'ailleurs plus facilement quelquefois que dans l'espace rural, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est parfois plus contraint et plus pollué dans ce qui agit sur la nature et la biodiversité, tant animale que végétale. Et on a quelques exemples en la matière. Par exemple, quand la réintroduction des abeilles, quand on met des ruchers. Alors je ne parle pas de quelques exemples où on s'est fait complètement avoir il y a quelques années, quand on a mis par exemple à Bordeaux sur la maison éco-citoyenne, on a réintroduit les abeilles, on a mis 2 ruchers, il y avait, si je ne dis pas de bêtises, 100 000 abeilles par ruche. Et les frelons asiatiques, dont tu n'as pas parlé, mais qui est une espèce invasive également, à fort impact nuisible, les ont complètement décimés. Alors maintenant, c'est la nature qui fait son chemin, puisque les abeilles, vous savez, maintenant arrivent à se défendre. On développé des systèmes de défense contre les frelons, et qu'on arrive à réintroduire. Et la qualité du miel est souvent meilleure en milieu urbain que dans l'espace rural, parce qu'il y a beaucoup moins de pesticides dans l'air, il y a beaucoup moins de polluants dans l'air. Les autres leviers d'action, on en parlera sans doute, et ma collègue Magali en parlera pour Bordeaux, avec l'exemple de Bordeaux, mais c'est vrai que quand, dans les politiques publiques, on interdit, avant même que la réglementation ne s'applique, l'usage de pesticides, d'engrais chimiques, machin, etc., pour le traitement des espaces verts ou de l'espace public, eh bien, on réintroduit de la capacité à développer la biodiversité. Après, la végétalisation, on en a parlé, bien entendu. Et puis, il y a quand même, le registre des mobilités, parce que la qualité de l'air est très importante pour le développement et la préservation de la biodiversité. Et je rajouterai à ce qu'a dit Clément, il ne faut pas oublier aussi les nuisances par rapport à la préservation de la faune, en tout cas, les nuisances lumineuses. Et là aussi, on a un levier d'action qu'on active beaucoup ici à l'échelle de la ville de Bordeaux et de la métropole, sur la politique que nous avons sur l'éclairage public, par exemple. On pourrait multiplier évidemment les exemples. Et pour terminer, je ne veux pas être trop longue, je dirais que d'une façon plus systémique et plus globale, vous le savez, on est en train de travailler ensemble, parce que c'est une politique éminemment transversale, sur un plan vraiment très global d'adaptation au changement climatique. Et nous serons en mesure, vraisemblablement au printemps 2020 ou à l'été 2020, de proposer un plan d'action qui aura été concerté et qui prendra en compte l'ensemble de ces éléments. Merci beaucoup. Voilà, on est sur des timings assez serrés, mais merci à chacun de vous d'être intervenu à cette table ronde. Merci alors pour votre présentation.